Donc nous revenons maintenant au cas général des spectroscopies à la fois ondulatoires et corpusculaires, et on va regarder de plus près les différentes configurations expérimentales qui sont possibles. En fait, il y a 3 grands types de configurations de travail que l'on va voir successivement: les spectroscopies d'émission, d'absorption ou de diffusion. Alors la première, celle d'émission, elle va se définir de la manière suivante. On soumet un échantillon donc, qui est symbolisé par le rectangle bleu ici, à une excitation quelconque, qui peut être un rayonnement extérieur, qui peut être une température, qui peut être une pression, quoi que ce soit quelque excitation que l'on puisse lui appliquer. Cette excitation peut être imposée ou non par expérimentateur. La température, ça peut être la température ambiante par exemple. Et le processus de désexcitation va émettre un rayonnement. Donc la principale caractéristique va être que ce rayonnement émis, et donc ce spectre mesuré, va être d'autre nature que l'excitation. On peut imaginer une excitation de type électrique et une désexcitation de type lumineux. Ça peut être une excitation par la température, comme on l'a déjà dit, et une désexcitation de type lumineux encore une fois. Les exemples de ceci, ça peut être la luminescence. Luminescence, on va envoyer une excitation lumineuse et récupérer une désexcitation lumineuse également, mais qui ne sera pas en rapport direct. Les fréquences ne seront a priori pas du tout les mêmes. On peut regarder le cas de la spectrométrie gamma, donc de l'émission gamma de matériaux radioactifs. Donc là, l'excitation est interne. Il s'agit de la désexcitation de certains noyaux radioactifs, donc instables. Le cas de l'émission thermique, eh bien, tout matériau qui n'est pas au zéro absolu, donc en pratique dans tous les cas, tous ces matériaux vont émettre un rayonnement caractéristique de la température de l'échantillon, c'est ce qu'on appelle l'émission thermique. Donc ces cas de spectroscopie d'émission vont représenter beaucoup de cas en pratique, et avec une géométrie relativement simple, puisqu'on ne va faire que mesurer ce qui est émis par l'échantillon. Deuxième cas, l'absorption. Là, le système est un peu différent. On envoie un rayonnement, comme on le voit symbolisé par cette flèche bleue, à travers notre échantillon, qui est toujours ce rectangle bleu. Et le rayonnement va traverser et va ressortir légèrement affaibli ou absorbé, comme symbolisé par le bleu un peu plus faible de cette flèche. Et on va avoir un spectre de départ de rayonnement incident, un spectre du rayonnement qui a traversé l'échantillon, qui va être un peu différent, et avec typiquement ce qu'on voit ici, des bandes d'absorption. Donc pour caractériser ce spectre d'absorption, on va utiliser les valeurs suivantes. L'intensité qui sort de l'échantillon va être celle qui est rentrée, I0 de nu, multiplié par un terme qui va être exponentielle moins alpha x, où alpha sera le coefficient d'absorption qui va donc dépendre très fortement de la fréquence. On peut définir également cette absorptivité en termes de log de la transmission divisé par l'épaisseur. La transmittance, maintenant, c'est le rapport de l'intensité sortant de l'échantillon sur celle qui est rentrée. Donc, ça sera ce T de nu transmittance. Et l'absorbant, ça sera le log du rapport inverse, log de I0 sur I. Donc, c'est qui va caractériser la capacité du matériau à absorber la lumière incidente, la lumière, encore une fois, la lumière ou un faisceau de particules avec une certaine gamme d'énergie. Le plus souvent, expérimentalement, pour ces systèmes d'absorption, on va avoir une mesure référence, une mesure échantillon, et on fera le rapport des deux ensuite. Les exemples de ceci, c'est l'absorption optique dans le visible ou dans l'UV, c'est l'infrarouge, et des méthodes dérivées qui sont liées à cette absorption. Ça va être la réflexion infrarouge qui est liée au processus d'absorption en fait, ça va être les résonances magnétiques et bien d'autres encore. Passons au troisième type maintenant d'interaction qui va être la diffusion. Donc le process va être là un peu différent. On va envoyer toujours un faisceau de particules sur notre échantillon, toujours au centre ici, mais cette fois ce qu'on va regarder, ça va être non pas ce qui passe tout droit ici, qui sera de la transmission comme auparavant, mais ce qui est réémis, renvoyé de tous les côtés, symbolisé par nos flèches rouges ici, et avec un spectre ici qui peut être différent. Donc, dans ce cas, on traverse l'échantillon, on va avoir une absorption faible. Bien évidemment, si tout est absorbé, dans ce cas, on ne verra rien. Ceci étant, la diffusion peut aussi revenir en amont de l'échantillon, dans ces directions. Donc, c'est un peu dans tous les sens, dans toutes les directions. Cette diffusion
elle va être de deux types. Elle peut être de deux types. Le premier type, c'est ce qu'on appelle la diffusion élastique. C'est tout ce qui va se passer sans changement de fréquence entre l'excitation et la diffusion. Donc on va parler de diffusion élastique. Il n'y a pas d'échange d'énergie entre le milieu et la lumière. Simplement, la diffusion va renvoyer la lumière, ou le faisceau de particules encore une fois, dans toutes les directions. Le deuxième cas, c'est la diffusion inélastique. On va avoir de la même manière une lumière renvoyée dans toutes les directions, mais cette fois avec une énergie de diffusion qui est différente de celle de l'excitation, d'où le terme inélastique. Donc, ce sont les deux grands types de diffusion, élastique et inélastique, qu'on va retrouver dans toutes les méthodes expérimentales utilisant le principe de la diffusion. Donc ça peut être la diffusion des rayons X ou des neutrons, ça peut être les spectroscopies Raman, Brillouin et bien d'autres encore.